Bienvenue sur Performance Talk, un podcast qui parle de la science de l'entraînement et de tout ce qui gravite autour. Je suis Léo, entraîneur, préparateur physique et mental et formé à la science de la nutrition. Ce que je te propose, c'est que pendant ce podcast, tu fasses quelque chose de bon pour toi. Tu peux marcher, t'entraîner ou juste te redresser, tu verras, ça fait du bien. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la préparation mentale sur marathon. On va aborder 3 points. Le premier, c'est qu'est-ce que provoque le marathon sur notre mental, sur nos pensées. Deuxième point, comment contrer chaque point par point. Comment contrer ce que provoque le marathon sur nos pensées, point par point. Et troisième étape, on va voir comment trouver l'état de flow, comment être en extase mentale durant tout le marathon. Alors, on va commencer par le premier. Qu'est-ce que provoque le marathon sur nos pensées ? Tout d'abord, le marathon, ça provoque quoi ? Avant de commencer, ça provoque un stress. Dès le début, on arrive auprès de la course. Et pour certaines personnes, ça ne veut pas dire que ça va arriver à tout le monde, mais pour certaines personnes, on va être stressé au début. On va sentir la pression qui monte, on va voir tout le monde qui est un petit peu dans l'ambiance, un petit peu stressé, et du coup, ça va faire montrer notre stress personnel. On peut avoir peur de perdre aussi la confiance en soi. On a perdu notre confiance en soi par rapport à l'entraînement, par rapport à nos capacités sur marathon, parce que par exemple, sur marathon, on va rarement au-delà de 30-32 km de course, et là, on fait du coup 10-12 km en plus. Donc, on peut avoir peur de ça, on peut avoir pas de confiance en soi par rapport à ça, et on peut avoir une perte de confiance en soi aussi par rapport à notre allure qu'on doit tenir. Généralement, si la préparation a été bonne, on arrive et on doit faire une semaine, 2 semaines, à peu près 10 jours d'affûtage, donc c'est-à-dire qu'on diminue la charge d'entraînement. Mais avant cet affûtage-là, notre corps est fatigué, et quand on fait des séances d'intensité à allure marathon, généralement, on ne les tient pas très longtemps. Je prends mon exemple personnel, la dernière séance d'entraînement à allure marathon que j'ai faite, c'était 15 km à allure marathon, et au bout des 15 km, j'en pouvais plus, j'étais complètement HS, et je me suis dit, comment je pourrais tenir ça sur 42 km. Donc c'est là qu'intervient la période d'affûtage, mais voilà. Sans expérience au préalable, on peut perdre confiance en soi aussi par rapport à ça. Donc on peut être stressé, perdre confiance en soi, on va voir, tout ça est un petit peu entremêlé. Pendant le marathon, là on commence à courir, on se sent bien, mais au bout d'un certain nombre de kilomètres, on peut avoir notre souffle qui s'emballe. Vraiment, on commence à halter, on peut vraiment commencer à voir notre souffle, notre rythme cardiaque qui s'emballe. On peut penser énormément aussi à la douleur, évidemment, on arrive 20 bornes, 30 bornes, on sent de plus en plus la douleur, que ça dans les cuisses, dans les mollets, dans tout le corps en entier, on sent de plus en plus de douleur qui arrive. On peut également être très déconcentré, donc soit on est déconcentré par rapport au public qui est autour, soit par rapport justement à la surcharge de douleur qu'on a en plus. Donc on est vachement déconcentré par rapport à tout ça. On peut aussi trop penser à notre objectif. On s'est mis par exemple un objectif de 3h30 et on pense uniquement à ça et on voit par exemple les kilomètres qui défilent, on voit le temps qui se rallonge et on se demande si on peut réussir à le faire ou pas. Donc on peut justement ressentir une sorte de pression, une sorte de stress au fur et à mesure que la course s'allonge par rapport à notre objectif qui soit se rapproche, soit s'éloigne de plus en plus parce que du coup on ralentit de plus en plus. Et du coup le dernier point que ça provoque que le temps nous paraît super long. On se concentre sur les kilomètres qui passent, il nous en reste 4, 5, 6 km par exemple, et ces 6 km nous paraissent super longs. On regarde à chaque fois notre montre, elle arrive 100 mètres en plus, 100 mètres en plus, 100 mètres en plus. Et c'est super long, donc justement on a l'espace-temps qui se dilate au maximum, et du coup on a l'impression que le temps se dilate au maximum. Et du coup, comment contrer ces points un par un ? On va reprendre depuis le début, donc le stress et la confiance en soi, par rapport à ça, ça c'est un travail qui se fait en amont, un travail qui se fait par rapport au programme, par rapport au coach. Quand je parle uniquement de la confiance, le stress et la confiance c'est un point super compliqué, il faudrait que je fasse un podcast en entier dédié à ça, mais globalement, en fait la confiance c'est un sentiment de compétence. Est-ce qu'on se sent compétent ou pas ? Et quand on n'a pas confiance en soi, généralement on stresse légèrement aussi à côté, enfin on stresse plus ou moins. Moins on a confiance, plus on stresse aussi. Et justement, est-ce qu'on se sent compétent par rapport à la situation ou non ? Donc c'est un travail à faire par rapport à ça, et généralement la confiance qu'on perd pendant le marathon, c'est pas une confiance en soi qu'on a à long terme. Justement, j'ai confiance en moi au quotidien. C'est plus, j'ai pas confiance à l'instant T, parce que je ne me sens pas compétent à l'instant T. J'ai peur de rater par rapport à l'objectif que je me suis fixé, par rapport à l'image que j'ai projetée par rapport à mes proches qui sont venus m'encourager par exemple, ou à l'image que je m'envoie de moi-même. Je prends l'exemple de passer par exemple sous les 3 heures au marathon, j'en ai tellement parlé que les gens attendent que je fasse ça et du coup je peux ne pas me sentir compétent finalement sur les jours qui précèdent le marathon
par rapport à passer à moins de 3 heures. Et du coup, on ressasse ça, ça cogite au niveau de notre tête, justement, en se disant qu'est-ce que les autres vont penser de nous. Donc ça, c'est un travail à faire en amont, c'est un sentiment de compétence à acquérir ou non. Mais ce qui est bien, c'est que la confiance en soi, c'est un sentiment de compétence. Ça ne veut pas dire qu'on est compétent, mais ça veut dire qu'on se sent compétent. Donc justement, il y a plein de techniques qui existent, notamment le fait de se parler à soi-même et le fait d'avoir confiance à son plan d'entraînement. Là, je vais rester très bref sur la confiance en soi parce que ça mériterait une vidéo dédiée à ça. Mais voilà, c'est que on se parle à soi-même, on se dit que de toute façon, il faut être stoïque, que dans la vie, on arrive, on va faire le mieux qu'on peut parce que tout le plan d'entraînement a été respecté et c'est pas quelques jours avant qu'ils vont tout changer. Donc c'est ça qu'il faut se dire. Je vous coupe un petit peu justement, la confiance en soi, oui, j'en ferai sur une autre vidéo malheureusement. Alors du coup, pendant le marathon, comment on va faire? Le souffle qui s'emballe, trop penser à la douleur, être déconcentré, etc., etc. L'image de la concentration que j'aime bien donner, c'est quoi? C'est qu'il faut imaginer quelqu'un qui nous parle à côté de nous. S'il n'y a qu'une seule personne qui nous parle à côté de nous, évidemment qu'on va l'écouter. Mais si d'un coup, il y a une autre personne qui se met à crier vraiment à 2 mètres de nous, on va plus être concentré sur cette personne qui crie. Le sentiment de douleur dans le corps, c'est exactement ça. On a notre petite voix qui nous parle dans la tête en permanence, et d'un coup, quand on commence à avoir vraiment trop mal, on a justement le corps qui nous crie à côté, j'ai mal au quadriceps, j'ai mal au mollet, etc., etc. Et en fait, plus on laisse la douleur crier à côté, moins on pourra se concentrer sur le reste, sur la course, sur justement le fait de se parler à soi-même, etc. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que la personne qui nous parle à soi-même, la partie rationnelle de notre cerveau, prenne de plus en plus de place quand la partie douloureuse prend de plus en plus de place. Plus on a mal, plus on doit se parler à soi-même, plus on doit être rationnel. Et ça, en fait, le cerveau, il est plutôt bien fait, mal fait, entre guillemets. C'est quoi? C'est que dans notre cerveau, on a 2 parties, une partie animale et une partie plus humain, plus rationnelle. Et quand on a vraiment trop mal, la partie animale, elle prend vraiment trop le dessus. Et la partie animale, elle se dit quoi? Elle se dit, mon but, c'est de survivre, la douleur, c'est mal. Donc, justement, mon but, c'est de te faire arrêter parce que, justement, j'ai beaucoup trop mal. La partie rationnelle humaine à côté, elle se dit quoi? Elle se dit, non, c'est une douleur qui est passagère, je ne vais pas mourir par rapport à ça. Et en fait, concrètement, c'est quoi? C'est que quand on pense énormément à la douleur, il y a une bataille entre les deux, une qui veut nous faire arrêter et une qui veut nous faire continuer. Et justement, quand on pense trop à la douleur, c'est que la partie animale prend vraiment trop le dessus. Une des techniques qui existent aussi en préparation mentale pour contrer justement la partie douloureuse qui prend vraiment trop le dessus, déjà c'est de travailler sa concentration. Justement, être déconcentré, avoir des facteurs qui nous déconcentrent, donc par exemple de la musique, des gens qui nous parlent, et rester focus sur un seul point. Par exemple, je suis focus sur la gourde qui est en face de moi. Et on s'entraîne comme ça en amont pour travailler sa concentration, pour réussir à rester concentré 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, etc., etc., sans perdre notre concentration avec les facteurs externes qui nous distraient, comme par exemple nos pensées, comme par exemple quelqu'un qui nous parle, de la musique autour. Donc ça, c'est une des premières techniques. Et une des deuxièmes techniques qui existent, c'est de tout simplement préparer des contre-arguments à la partie animale qui veut nous faire arrêter. Généralement, la partie animale qui veut nous faire arrêter, on va se dire quoi? J'ai beaucoup trop mal, j'en peux plus, j'ai mal au quadriceps, regarde, sens comment j'ai mal, etc., etc. En fait, c'est quoi? Il faut s'imaginer une bataille mentale qu'il y a dans notre tête. D'un côté, une partie qui veut nous faire arrêter. De l'autre côté, une partie qui veut nous faire continuer. Sauf que du coup, la partie qui veut nous faire continuer, pour que notre cerveau puisse continuer, il faut qu'elle ait des arguments derrière. Non, continue, c'est pas si douloureux que ça, etc., etc. Ça, c'est une première partie quand la douleur n'est pas trop importante. Quand la douleur est vraiment trop importante, donc par exemple vers la fin de la course, vers la fin du marathon, là, même si on a des bons arguments, c'est quand même très difficile de continuer et de ne pas penser à la douleur. C'était par exemple mon cas, j'ai pu faire cette technique des contre-arguments de 10 à peu près 30 km et arrivé à 30 km, la douleur était vraiment trop importante, 30-32 à peu près. La douleur était vraiment trop importante et là du coup j'ai dû recourir à une autre technique, c'est en fait de penser totalement à autre chose. Et donc je m'étais préparé par rapport à ça et en gros qu'est-ce que je faisais? Je criais à voix haute, vraiment j'étais très bizarre quand j'imagine ça, mais voilà, en gros, je criais à voix haute pour que la voix, comme l'image que j'ai donnée, les 2 voix qui crient, en criant à voix haute, la voix rationnelle, elle prenne vraiment le dessus. Donc j'extériorisais toute ma douleur. Et en plus de ça, je me rappelais clairement pourquoi j'ai fait le marathon, pour qui je le fais, pourquoi je le fais, etc. Et je me répétais ça en boucle comme un sorte de mantra pour justement qu'il n'y ait pas de place à mes pensées internes, mais qu'il n'y ait que de la place à mes mots extérieurs. Donc je dis, je le fais pour ça, je le fais pour ça. Et comme ça, en parlant
concrètement, j'avais plus la place de penser à l'intérieur, et donc j'avais plus la place de penser justement à toute ma douleur qu'il y avait à côté. J'étais concentré uniquement sur pourquoi je le fais, etc., etc. Donc ça, c'est le point par rapport à la douleur. C'est deux techniques qui existent, donc soit la bataille des arguments, soit la bataille de saturer, entre guillemets, en pensée, justement pour ne pas penser à la douleur. Donc le fait des mantras, etc. Alors le souffle qui s'emballe, qu'est-ce que justement la préparation mentale a à voir à ça? C'est que la préparation mentale a un grand pan par rapport à la respiration. Contrôle de la respiration, etc. On peut s'activer grâce à la respiration, on peut se relaxer grâce à la respiration. En fait, on peut contrôler toute notre physiologie par rapport à la respiration. Et donc la préparation mentale a lieu grâce à ça, qu'on voit que notre souffle s'emballe, qu'on voit qu'on halète trop justement grâce à cause de la douleur, etc., à cause de la course. Et justement on peut diminuer notre souffle pour diminuer notre rythme cardiaque et rester sur des zones cardiaques stables. En fait, la course à pied c'est très marrant, et même le sport d'endurance c'est très marrant, c'est que on peut courir à une certaine zone en ayant un cœur qui s'emballe à fond ou un cœur qui est assez tranquille. Je prends l'exemple des sorties longues en EF par exemple, on peut courir à 140 BPM comme on peut courir à 160 juste parce que notre cœur s'emballe. Et justement, on peut très facilement changer les zones cardiaques en s'emballant, etc. Et comment on peut régler ça? Grâce à la respiration. Donc c'est un autre pan de la préparation mentale, grâce à la respiration, grâce au souffle contrôlé, on peut justement rester dans les zones cardiaques qu'on souhaite, qu'on veut contrôler. Et le temps qui paraît long, on se concentre sur les kilomètres qui passent, ça arrive vraiment à la fin. Finalement, on retrouve sur le même point que la douleur, c'est qu'on va essayer de penser à autre chose, distraction, penser à autre chose, se répéter des choses en boucle. En fait, la préparation mentale, il faut voir ça comme tous les autres aspects du sport, donc l'aspect physique ou l'aspect nutritionnel. Il faut préparer tout ça en amont, il ne faut pas faire ça le jour J. Évidemment, la nutrition, on ne va pas faire ça au dernier moment. Comme l'entraînement, les chaussures, etc., on ne va pas faire ça au dernier moment. La préparation mentale, il faut s'y préparer. Il faut aller dans des difficultés mentales à peu près similaires. Évidemment, ça va être difficile d'aller aussi loin dans la douleur, mais il faut aller dans les situations mentales à peu près similaires, avec des séances de fractionnés par exemple, des séances assez longues où mentalement on souffre, pour justement s'entraîner, voir ce qui peut marcher, voir ce qui peut ne pas marcher, etc. etc. Avoir un panel de techniques. Évidemment, il n'y a pas une technique qui marche, une technique qui ne marche pas. Il y a plein de techniques qui existent et à vous de voir ce que vous préférez entre telle ou telle technique en fonction de telle ou telle situation. Comme je l'ai dit, j'ai pris mon exemple personnel. Les premiers kilomètres, c'était plus une bataille d'arguments, tandis qu'à la fin, c'était plus pour essayer de penser à autre chose, pour essayer de que le temps s'étire le moins possible et essayer d'avoir la personne qui crie de douleur à côté de ma tête, qu'elle prenne le moins de place possible. Donc c'est ça pour le deuxième point. On va passer au troisième point, comment trouver l'état de flow. L'état de flow, qu'est-ce que c'est? L'état de flow, c'est un bien-être mental où on a l'impression que tout est facile. On a l'impression qu'on survole clairement la chose. C'est un stade qui est assez difficile à atteindre, mais pas impossible du moment qu'on l'entraîne. Plus on va l'entraîner, plus ce sera facile d'atteindre cet état de flow. L'état de flow, c'est vraiment, on ne ressent pas vraiment de douleur. Le temps passe super vite. On a l'impression de survoler en fait la course, survoler la situation. Et ça peut arriver dans les sports d'endurance, comme ça peut arriver en pétanque, ou dans les sports de basket, ou en natation, etc. etc. C'est vraiment un état que chaque sportif veut expérimenter pour performer au maximum. Idéalement, ceux qui performent au maximum ressentent l'état de flow. Et donc du coup, comment atteindre cet état de flow? Là, je vais surtout parler de mon expérience personnelle. En fait, l'état de flow, je l'ai ressenti en entraînement. En fait, je m'imaginais, pendant que je courais, avoir mon cœur qui était en feu. Donc je m'imaginais les flammes qui sortaient de mon cœur. Et en fait, ça me donnait de l'énergie. Je pouvais diffuser, entre guillemets, les flammes partout dans mon corps. Et ça me donnait de l'énergie partout dans mon corps. C'était une sensation très très agréable. Et du coup, j'ai retenu cette sensation-là comme je l'ai définie comme mon état de flow. Et du coup, j'ai fait quoi? J'ai fait des séances de visualisation 5-10 minutes tous les jours pour essayer de retrouver cette visualisation-là, cette visualisation de feu dans mon cœur, etc., qui va dans mon corps, et avoir mon rythme cardiaque qui est lié par rapport à ça. Et justement, en fait, c'est que pendant mon état de flow, pendant l'entraînement, c'était assez facile de visualiser ça, vraiment avec les flammes, etc., etc. Alors que pendant mes séances, passer l'état de flow, c'était beaucoup plus difficile. Sauf que, au fur et à mesure de l'entraînement, c'était de plus en plus facile de retrouver cet état de flow-là. Donc en fait, très simplement, comment trouver un état de flow? Il faut repenser à la meilleure situation qu'on a vécue, que ça peut être à l'entraînement ou ça peut être en compétition. Vraiment la situation dans laquelle on se sentait extrêmement bien, extrêmement compétent, puissant, endurant, etc., etc. Et essayer de comprendre qu'est-ce qu'on a ressenti mentalement à ce moment-là. Est-ce qu'on était plus ou moins stressé? Est-ce qu'on était plus ou moins énergique? Est-ce qu'on était plus ou moins combatif? Est-ce qu'on était plus ou moins déterminé, etc., etc. Et essayer de reproduire ça justement grâce à d'autres paramètres de préparation mentale. Par exemple, si on était énergique
à 9 sur 10 et que au moment de la course, on sent qu'on est énergique à seulement 6 sur 10 grâce à la préparation mentale, grâce à l'activation de la respiration par exemple, on peut essayer de monter de 6 à 9 sur 10. Est-ce que par exemple pendant l'état de flow qu'on a ressenti, pendant le sentiment on était extrêmement compétent, on avait confiance en soi à 9 sur 10, je garde toujours 9, on va dire 10 sur 10, et là juste avant la course, ou pendant l'entraînement, on est confiant à 7. Bon bah du coup, grâce à la préparation mentale, grâce au discours interne, grâce à la visualisation, etc., on peut remonter de 6 à 9 sur 10, par exemple. Etc., etc. En fait, il faut essayer de se souvenir au maximum, si on l'a vécu c'est encore mieux, mais essayer de se souvenir au maximum de la situation où on se sentait le plus compétent, le plus fort globalement, et essayer de reproduire ces situations à l'entraînement, grâce justement, moi ce qui marche bien c'est la visualisation, mais il y a plein d'autres techniques qui existent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez que je rentre plus en détail justement sur chacun des points, sur le stress, la confiance, la gestion de la concentration, la gestion de l'état de flow, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez d'autres points que vous voulez que j'aborde justement en préparation mentale, n'hésitez pas non plus à le dire en commentaire. Donc par exemple, j'en ai un qui me vient en tête, c'est comment surmonter la flemme, comment continuer alors que c'est dur, etc. etc. Voilà, n'hésitez pas à me demander ça en commentaire et je ferai sans doute une vidéo par rapport à ça. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!